Le jardin Harada est le havre où la vie s'épanouit fertile en gestes nourrisseurs. Il relie les gens dans un lien mystique et pragmatique. Son entreprise est motorisée par le coup de main qui, dans les mornes, a trouvé à exploiter des terres fertiles et penchées. Et à la force de l'ensemble, racher, péter, sillon nain, cimin, bail de l'eau, soin et récolter, le fruit de l'humeur des esprits et celui de la sueur. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, j'accueille un homme aux multiples casquettes et aux multiples talents. Sociologue, enseignant, essayiste, parleur, slameur à ses heures également, il est un militant infatigable de la réconciliation entre l'homme et la nature. Il est profondément connecté et enraciné à la Martinique, mais aussi connecté au monde. J'ai nommé Malik Duranty. Bonsoir Malik. Bonsoir, Doriane. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau, d'ocrer des pages. Tout l'honneur est pour moi. Ah, ben merci beaucoup. Tu sors le livre Mystique Jadin, l'amour fractal, qui est un roman conté qui prône un retour au jardin, mais pas qu'au jardin au sens auquel on peut y penser. Évidemment, quand on parle de jardin, on pense au jardin qui nous permet de nous nourrir, mais il y a aussi le jardin intérieur, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a incité à écrire sur ce sujet qui est si vaste ? Justement, je pense que c'est la vastitude du sujet qui m'a intéressé dans une démarche de remonter aux sources de notre culture. Je suis la trace du nègre marron et je rencontre les nègres habitants, donc les nègres qui vivaient dans les mornes et qui ont développé toute une culture qui semble être la matrice culturelle de notre société. Et moi qui suis Foyalais, qui ai grandi en quartier Causanville, et qui vois les cités, parce qu'en tant que sociologue, j'ai beaucoup travaillé à un moment donné sur les assignations à résidence, sur les problématiques des jeunes dans les cités. Et puis moi-même, je suis de la génération Ragamuffin, donc on a beaucoup produit de revendications sur ces cités-là. Et j'imagine un exode rural dans le sens contraire, où nous, les jeunes de l'Anville, ou de la ceinture urbaine de l'Anville, pour être plus précis, on remonte dans les mornes à la découverte de la philosophie et de la spiritualité des mornes. Parce que ce qui est intéressant, c'est le morne et le jardin, qui sont deux métaphores fortes du cheminement de vie chez nous. Et comme disent les anciens souvent, « un bout de jardin moins ». Donc ça veut dire que tout au long de notre vie, nous traversons un jardin que nous cultivons nous-mêmes, à la fois par nos pensées, nos croyances, mais aussi par rapport à nos gestes. Alors ça va effectivement beaucoup plus loin que le jardin créole auquel on pourrait penser immédiatement. Et j'ai trouvé que ce roman conté, et je trouve ça très 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 joli comme appellation, roman conté, est à la croisée des chemins entre philosophie, entre évidemment conte, le conte qui a une grande histoire chez nous en Martinique, et la spiritualité. Tous ces éléments-là, c'était volontaire de les convoquer, j'ai envie de dire ? Oui, je pense que l'idée, c'était vraiment d'avoir aussi dans un livre métaphore globale cette idée du roman conté. C'est à la fois hérité de la grande tradition du roman, avec les discussions philosophiques et spirituelles en intérieur, mais aussi parler de cette traversée du conteur, qui a dû, par la modernisation de notre société, doit trouver d'autres lieux où exercer et doit trouver, par rapport au travail d'Ina Césaire, tous les concepts, tous les principes d'écriture du conte à l'oral, comment les traduire dans un texte écrit. Et je ne veux pas trop révéler l'intérieur, spolier, voilà, comme on dit, mais
il y a aussi l'histoire d'un jeune conteur, en fait, et qui traverse un cheminement lui-même à travers ça. J'ai retrouvé aussi dans cet ouvrage une sorte de quête, j'ai envie de dire, parce que la Terre est chargée en émotions, en histoire, en spiritualité aussi, en force historique, Oui. d'autant plus ici, compte tenu de notre histoire, etc. C'est aussi ça qui ressort, je trouve, de l'ouvrage. Ça, je suppose, c'était volontaire. C'est un petit peu comme une traversée entre les époques. J'ai bien vu ou je suis totalement... c'est bien ça. Alors, c'est l'un des principes aussi du conte, c'est-à-dire qu'on traverse des espaces-temps dans une déconstruction totale. Le conteur cherche à attirer l'attention. Il faut de l'écoute face au conteur. Et cette écoute-là, elle est fonction aussi de ce qui va biaiser notre regard, notre écoute, ce que l'on a vécu, ce que l'on sait de la vie. Est-ce qu'on est des gens qui jugeons ou qui ne jugeons pas? Et donc, l'idée aussi était de confronter le lecteur à ce parcours qui n'est pas décousu, mais qui permet d'avoir des sauts de puce comme ça sur des moments de l'histoire. D'où un gros travail aussi que je choisis de faire sur le temps. À des moments, on est dans le présent, après on revient à un temps de récit plus classique. Et ces éléments-là sont importants à la fois pour éprouver une émotion sur ce qui va nous marquer. Parce qu'effectivement, selon que la personne nous parle au passé, à l'imparfait ou au présent, on aura une façon différente de le vivre. Et l'idée, justement, c'était de montrer que on vit des choses essentielles plutôt au présent. Plutôt que moi, j'apprécie quand Fanon dit qu'il ne porte pas le fardeau du passé. Et il ne se projette pas non plus trop en conjecture dans un futur irréel. Et par contre, qu'il s'ancre dans le présent le plus humainement que possible. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire moi aussi dans le conte, parce que le jardin, il est présent. Le jardin, on le fréquente, on le voit. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde le jardin créole par exemple, le jardin Bichoué, celui qui est près de la maison, mais si on ne sait pas le lire, on va le prendre pour un zébrasier, comme disaient les gens. Quoi, en fait. Oui, on va dire, mais les trucs sont mêlés, il faut savoir le lire. Au même titre qu'il faut savoir lire l'humain qu'on a en face de nous. Et ça commence déjà par une lecture de soi-même. Souvent, ce qu'on lit dans son environnement premier est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, quand tu parlais de dialogue, cette idée d'un dialogue permanent, c'est aussi l'idée du conte, c'est aussi l'idée du jardin. Et puis, nous sommes des terres d'accueil. Donc, nous savons accueillir et entrer en dialogue, et c'est un peu ce que j'avais envie de dire à ce niveau-là. Et en fait, il y a aussi des éléments dont on parfois sous-estime la portée, qui sont évoqués, comme le fameux coup de main, comme le fait d'aller compter à travers mornes, etc. Ce sont des éléments importants de notre culture qui ont parfois tendance à être cachés ou ne pas forcément être remis au goût du jour, on va dire. C'était une volonté aussi de ramener tous ces éléments-là qui font partie intégrante de notre culture et de notre quotidien, quelque part aussi, au présent. Oui, c'est important parce que justement, la tradition ne doit jamais être passéiste. La tradition, ce n'est pas un label ou quelque chose de passéiste. Vraiment, la tradition donne l'opportunité à quelqu'un qui pénètre une société, donc qui pénètre une culture, de vivre une expérience. Et tous ces éléments-là, qu'on fait le chapeau bakwa, qu'on va faire la joupa, qu'on part se promener avec le conteur, ou qu'on compte soi-même la rencontre avec l'environnement, ce sont des expériences de vie. Et il n'y a pas plus belle manière d'inscrire les principes et les valeurs de notre société qu'à travers ces expériences-là. Donc, ce n'est pas des situations d'enseignement traditionnel, l'enseignant face à ses élèves. C'est vraiment une mise en situation qui permet à chacun de se faire une idée par la relation et par son estimation de la relation, par sa méditation de la relation, de se trouver à travers ça. Et nul ne peut se trouver de la même façon, parce que justement, le jardin montre bien ce principe de complémentarité. Nous finissons par être complémentaires.
peu importe ce qui peut se passer entre nous, c'est cette complémentarité qui a un sens. Et dans le jardin, ben, certaines plantes activent d'autres, en freinent d'autres, etc. Et cette réalité-là fait que ce n'est jamais l'équilibre qui porte le monde. Et le jardin, il est perpétuellement en mouvement, et donc c'est la vie, c'est l'animation. Et donc je trouve que c'est philosophiquement, ça ne pouvait pas être traité uniquement philosophiquement, uniquement spirituellement, mais en racontant ces traditions-là, pour moi, c'est important de les remettre dans notre quotidien. Nous avons le droit de marcher en parlant à tue-tête, sans passer pour fou, au contraire, ou de danser, ou de pleurer, ou de nous morfondre. Tous ces éléments-là font partie de la relation climatique au monde, etc. Et c'est ce que j'avais envie de mettre dans le roman, que les gens puissent se libérer et vivre sur l'instant présent ces éléments de tradition, c'est-à-dire faire des expériences qui les instruisent sur eux et l'environnement. Et ce que tu dis là, c'est intéressant parce que tu parles de choses en mouvement. Et j'ai dit tout à l'heure que tu es un militant de la réconciliation entre la nature et l'homme. C'est un aspect important de prendre tous ces éléments en considération pour bien comprendre qu'en fait, c'est à cette seule condition qu'on va vivre en harmonie, homme et nature, de tout prendre en compte, de pas forcément laisser quelque chose de côté ou prendre. En fait, on ne peut pas prendre quelque chose et retirer l'autre chose. C'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. En fait, nous sommes dans la nature, donc quand tu dis réconciliation, j'aime bien parce que ça veut dire en quelque part que on est souvent à la recherche de la nature de l'homme. Mais la nature de l'homme est dans la nature, tout bonnement. Donc, extraire l'homme de cette nature-là, justement, nous amener là où nous sommes aujourd'hui, avec des modernisations qui n'ont pas fait fi de cette matrice qui nous donne vie et qui nous nourrit. Donc, rechercher la nature de l'homme à tout prix en l'homme, pour moi, n'est pas une démarche... on recherche la nature de l'homme, enfin la nature. En fait, on recherche une nature. Et cette nature-là, elle est nous et à la fois, elle nous englobe. Et j'aime bien ça parce que je me dis finalement, quand les anciens parlaient de jardin, eh bien, c'est de ça qu'ils parlent. Ils disent, moi, qu'à travers ces jardins, moi, j'ai un bout de jardin. Donc, en fait, je suis à la fois le jardin, je suis à la fois dans le jardin. Et en même temps, le jardin m'environne. Et toutes ces dimensions de l'être sont très importantes pour comprendre à quelle posture on va se retrouver. La plupart des sciences sont issues de l'observation de la nature. Et s'observer, c'est déjà observer la nature. Mais quand on observe la nature, on finit par se voir. Et donc cette idée de l'égocentrisme ou de l'individualité dans laquelle on se retrouve actuellement dans nos sociétés, elle est propre à l'Occident. Elle est propre à ce moment où, dans les villes, les gens ne voient plus, on n'est plus dans le monde paysan, on n'est plus dans le monde justement d'être en relation perpétuelle avec l'environnement, donc avec la nature. Et donc on va chercher une nature humaine qui est dans un environnement qui est presque une tumeur humaine, parce que dès son origine, la ville, etc., oui, la ville crée une pollution. La ville empêche à la Terre d'être elle-même. Et ça, je crois que c'est important qu'on en soit conscient de plus en plus. Parce que, il y a l'écologie, c'est vrai, mais il y a surtout nos vies. Et nos vies, elles sont dans la nature. Oui, l'un et l'autre ne peuvent pas exister séparément. Voilà. C'est ensemble que ça peut évoluer, faire, vivre, exister, etc. Exactement. Tu as évoqué la tumeur, et c'est vrai que ça revient. Toi qui es sociologue, toi qui as beaucoup travaillé sur, tu l'as dit toi-même, ce côté à la fois... urbain et la manière dont les choses se manifestent aussi dans l'espace urbain. Quel regard tu portes aussi sur la manière dont l'urbanisation perpétuelle, permanente, constante et de plus en plus importante de notre petite Martinique? Alors, ça me rappelle quand je faisais mes études, à un moment donné, certains de mes enseignants, qui étaient des enseignants-chercheurs, parlaient d'îles-villes par rapport à certaines îles de la Caraïbe qui s'étaient tellement développées
du point de vue urbanistique, qu'elle paraissait être en intégralité une ville du moins. Donc on parlait d'île-ville, le concept d'île-ville dans la Caraïbe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important et je ne suis pas seul à le dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs, de jeunes penseurs qui de plus en plus développent cette façon de voir. Il est important aujourd'hui de trouver une autre façon d'habiter le monde et d'habiter nos lieux. Pendant longtemps, on a un peu mimé l'urbanisme occidental. Et moi, j'aime beaucoup parler, par exemple, de la ceinture urbaine des quartiers d'habitat spontané en Martinique, où nos anciens sont arrivés. Alors, j'aime bien dire qu'ils n'ont pas développé une culture urbaine, mais ils ont développé une culture rurale adaptée à l'urbain. D'accord. Donc, quand on regarde dans les quartiers, il y a des pieds de fouille à pain, des pieds de poudre de citerre, et tous ces éléments-là sont probants parce qu'ils ont plusieurs fonctions dans ces lieux-là, et ils ont rendu ces lieux-là habitables. Et ils ont pu transposer finalement au départ ce qu'ils vivaient à la campagne, dans l'arrière-pays, à cette ceinture urbaine où, en quelque part, ils échouaient par rapport à l'exode rural, à la recherche de d'aubaine, donc à la recherche de ressources, à l'effondrement du paradigme sucrier. Et c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, l'une des vocations du livre aussi, c'est de dire, mais observons bien ce que les anciens ont fait. Parce qu'on est beaucoup de jeunes à vouloir vivre une vie très occidentalisée, donc très urbanisée. Pour nous, c'est la facilité, c'est mon appartement, ma voiture, boulot, métro, dodo, ici, il n'y a pas de transport, etc., etc. Mais notre île ne pourra jamais supporter le modèle des villes occidentales. L'Occident lui-même commence à ne plus supporter ces espaces de vie qui se déshumanisent. Donc, nous qui avons encore le choix, que choisissons-nous de faire? Et justement, dans la démarche du mystique Jadin et des modes d'habiter qu'il générait, il y avait aussi cette idée de la vie simple, c'est-à-dire sans rajouter d'hypermonde, vous voyez, d'augmentation, voilà, d'excès, d'augmentation du vivre, mais de vivre justement à la hauteur de ce qui nous entoure. Eh bien, écoutez, cette discussion est passionnante. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec notre rubrique Tac au tac. Malik, le principe est simple. Je vais poser des questions courtes et l'idée, c'est d'avoir des réponses courtes en face. OK ? Okay. Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé aujourd'hui ? Le ciel et les nuages. Qu'est-ce qui t'a peiné aujourd'hui ? Donc tu es un homme heureux. Oui. Est-ce que tu es plutôt silencieux, ou est-ce que tu es plutôt bavard ? Dans quelle catégorie est-ce que tu te mets ? Ça dépend des circonstances, mais plutôt silencieux. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une chanson de la playlist que tu écoutes en ce moment ? Oula. Ah, ça te demande un bel effort de mémoire, là, je vois. Je dis Human Nature, de Miles Davis. Ok. Quelle est l'émotion qui te traverse quand tu relis tes textes ou quand tu y repenses, par exemple, là, notre discussion ? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez toi ? Le retour de l'enthousiasme de l'écriture et de la découverte tout au long du processus d'écriture. D'accord. On parlait de Jadin. Quelle est la plante, quel est le résident, j'ai envie de dire, du Jadin créole qui te plaît le plus ? La rada. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à écrire ? Qu'est-ce qui te pousse à partager tes réflexions ? Est-ce que c'est une sorte d'urgence comme ça, ou est-ce que c'est une sorte de paix intérieure que tu veux partager ? Il y a des deux. Ah. Je pense que c'est quelque chose qui me dépasse. D'accord. C'est une propension qui me dépasse. Ok. J'en ai la propension naturelle, le besoin d'écrire, et par la suite la compréhension du partage. Okay. Et on va finir avec le mot. Alors ça, c'est une question difficile pour un auteur. Le mot que tu aimes le plus prononcer. Ah
Oui, la question est très vaste. Il faut choisir un. Voilà. Le mot que j'aime le plus prononcer. Ou peut-être que tu aimes le plus voir écrit, ou peut-être qui t'évoque le plus de choses. C'est peut-être une expression, je dirais, Ah. Nunuka. Alors, tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Nunuka, pour moi, c'est justement le rapport qu'on a tous ensemble autour de l'identité spirituelle, des identités spirituelles qui ont généré notre culture, qui génèrent notre vivre ensemble. Donc, c'est une sorte de lien partagé entre nous tous. Voilà, exactement. Ok. Ah, c'est sympa ça pour finir le tac au tac. Merci beaucoup. Avec plaisir. Maintenant, vous avez vu, les citateurs, on connaît un petit peu mieux notre invité. Et on a appris un mot, en plus. En parlant de mots, quand je vois la couverture du livre « Mystique Jadin, l'amour fractal », est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Dans le côté fractal, alors Mystique Jadin, ok, c'est cette dimension un petit peu philosophique, spirituelle, naturelle, etc. Et le côté fractal, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce qu'en en fait, le jardin est en perpétuelle croissance. Et les plantes, généralement, se développent, on va dire, par le principe mathématique découvert en Afrique, chez les Dogons, de la fractalité. Donc, avec des formes qui se reproduisent à l'infini, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et je l'ai associé au terme l'amour, donc amour en créole, parce que c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire, l'amour, même quand tu n'es pas en mesure de le recevoir, distribue-le. Et c'est ce que le jardin fait, en fait. Il distribue de l'amour à travers ses fruits, à travers le climat qu'il crée autour de chez nous, à travers sa participation, on va dire, au grand mouvement climatique de la planète. Et l'amour fractal, ben, justement, c'est ce mouvement infini d'un amour infini qui se transmet, qui se perpétue par lui-même à travers tout ce qui vit. Et on peut... Alors, merci déjà de nous avoir expliqué ce terme. Et est-ce qu'on peut dire que l'amour, plus on en donne, plus il se multiplie et du coup, plus il continue à faire son œuvre? On peut dire ça comme ça? Mais justement, ça, c'est une estimation très humaine. C'est-à-dire, D'accord. le plus, non. L'amour se distribue. Et de façon neutre. Oui, indépendamment de nous. D'accord. Indépendamment de nous. Justement, c'est l'idée qu'on peut se faire par moment de l'amour, alors qu'il se diffuse par lui-même. Oui, sans intervention forcément sans intervention de nous, sans hommes même parfois, et femmes. voilà, exactement, même parfois de nos intentions. L'amour est là. Et justement, c'est pourquoi, lorsqu'on va parler, par exemple, de questions de solitude, etc., on n'est jamais seul. Il y a parfois des plantes, il y a des animaux, et qui vivent par amour. Oui. C'est-à-dire, l'amour, pour moi, c'est cette vibration essentielle qui donne vie et qui nous amène à faire le grand passage au bout du jardin. Juste en bout, j'adore. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi si, pour toi, cette philosophie de vie que tu décris dans cet ouvrage Mystique Jadin peut être un instrument de partage, de solidarité, de rassemblement, rapprochement de nous, ici, en Martinique, mais de manière aussi plus large. Est-ce que tu penses que vraiment ça peut être un outil? Oui, je pense, parce que justement, j'ai voulu rappeler le principe de la société Lassoter, qui était une société d'accueil. Donc, quand elle recevait une famille, par exemple, qui venait vivre sur le monde, ben, la solidarité se mettait à l'œuvre pour rapidement permettre à cette famille-là de subsister. Et cette subsistance-là rentrait dans, j'ai envie de dire, une spirale de solidarité. Donc, on allait aider à faire un petit carré, on allait aider à faire la joupa, on allait peut-être confier un jeune veau ou un jeune animal à élever, pour que rapidement, cette famille-là puisse ne pas être une contrainte pour la communauté, mais puisse très rapidement participer à l'effort de la communauté. Parce que chaque famille, chaque lac était inscrite dans le lacou, et plus on accueille des gens,
ben, plus on a des forces et plus on s'ouvre à une diversité de ce qu'on va pouvoir échanger. Et par moments, quand je regarde notre société, ben, on est beaucoup dans l'exclusion les uns vis-à-vis des autres. Et on oublie que finalement, l'une des choses qui était peut-être les plus probantes face à l'adversité d'une partie de l'histoire de notre société, c'était la solidarité que nous avions systématiquement, de façon naturelle entre nous. Ou là, ben, qu'on ou là, manque à partager, puis et pas forcément conditionner ton inclusion ou ta mise à l'écart de la société. Et on le voit, par exemple, avec les personnes en situation d'errance, etc., on a beaucoup de raisons de mettre les gens à l'écart. Et alors qu'on aurait beaucoup de raisons, en fait, d'être tous ensemble, peu importe. Et en se donnant la chance, justement, d'être ce que la société a besoin d'être d'une façon comme d'une autre, utile, mais dans le sens romantique ou poétique du terme, à la société. Malik, merci beaucoup pour cet échange. Lauriane. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et puis d'aller aussi à travers... Alors, on n'a pas pu explorer tous les recoins de l'ouvrage, mais on en sait maintenant beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et quant à vous, les Itata, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.